Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Tous les matins sur Radio Espace, également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne, mesdames et messieurs. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Dans un instant, je me ferai plaisir de lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser là, si vous le voulez bien. Les viols se sont phénoménalisés en Guinée pour la période donc allant du 1er janvier 2021 à maintenant. Le PROGEM a enregistré au moins 230 cas de viol auprès donc d'autres entités opérant sur la question. Ce chiffre est tristement porté donc à 600. Plus largement, ce sont les violences basées sur le genre et les infractions liées donc aux mœurs et à la pudeur qui ont pris donc de l'ampleur ces dernières années au point que des promoteurs en viennent à organiser donc impunément des spectacles sans décence morale. On essaie de comprendre ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée, mesdames et messieurs, avec vous sur Radio Espace, Amadou Sow, si vous le voulez bien, avec les auditeurs. On va essayer de partir là-dessus. Quelques réactions évidemment que vous avez bien voulu laisser là. Le 657 39 13 13 avec cette première réaction évidemment qui nous parvient. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Franchement, la Guinée est devenue un pays de rumeurs. Trop de fausses informations sur les réseaux sociaux. Ousmane Ba depuis Kindia qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cette autre réaction qui nous parvient. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Je suis confus par Jacques car Moussa Moïse est le directeur de la communication de la présidence de la République et non le directeur de la communication d'un camp militaire. Donc franchement Antoine a raison. Eh bien lui c'est Roger du côté du Canada qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cette autre réaction. Ce qui s'est passé hier au palais Mohamed V a connu donc diverses versions. Les Guinéens se sont habitués donc à l'ancien régime de rumeurs qui se confirment de plus en plus. Et voilà, lui c'est Touré Karim depuis Bokeh qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage toujours avec les auditeurs. Lui il nous écrit sur WhatsApp, c'est bien Maninka Sidafa depuis Kouroussa qui nous regarde à la télévision. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Le CNRD doit informer donc la population de ce qui se passe. Voilà, c'est notre ami Maninka Sidafa depuis Kouroussa qui nous envoie ce message. Merci à vous également qui nous écrit du côté de Libye. Voilà, bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Je vous suis depuis la Libye. Merci à vous. On reste avec cet autre également qui nous écrit du côté du Ghana. Bonjour les grandes gueules. Il va falloir que les Guinéens se débarrassent de cette anarchie de parodie. Sidibé depuis le Ghana qui nous envoie ce message. Merci beaucoup, monsieur Sidibé. Bonjour, c'est Alpha Adolphe Sankara depuis Dar es Salaam qui nous écrit: le CNRD doit faire beaucoup attention avec ces allumeurs de feu qui sont capables donc de tout détruire avec le sourire aux lèvres. Voilà, merci à vous mon cher ami. On reste avec cet autre également qui nous écrit du côté de Somphonia. Bonjour les grandes gueules. En cette période de crise, l'État doit être proactif dans le traitement de l'information. Même un petit communiqué suffisait évidemment pour taire ce qui se passe en ce moment. Lui c'est Simi aussi depuis Somphonia qui nous envoie ce message. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe, c'est Mamadou Aliou depuis Kagbélé. Toute la ville de Conakry était secouée par des rumeurs hier. Donc lui, il est du côté de Kagbélé. Merci beaucoup mon cher ami. On reste avec Mamadou Diallo depuis le Grand Conakry qui nous envoie ce message. Le football guinéen est dans ses pires moments. Il nous faut une nouvelle équipe joueuse pour pas aller chercher donc les joueurs. Voilà, donc lui demande carrément une équipe féminine en fait à la place des hommes. Merci. Allez, on reste avec voilà, c'est tout hein, voilà, on va y aller maintenant avec vos propos évidemment sur Twitter cette fois-ci avec la complicité de Poutine évidemment qui s'occupe de ça ce matin. Sinon voilà, bien. Allez, on va y aller avec Silani qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Eh ben,
un pays, ce pays est devenu donc un pays de rumeurs et de désinformation. On ne doit pas se réjouir de la mort d'autrui pour des raisons politiques, car notre vie ne sera pas éternelle. Voilà, merci beaucoup Sinani qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec toujours les auditeurs évidemment sur le 657 39 13 13. Sinon on va basculer carrément avec les tweets cette fois-ci, si vous le voulez bien, avec la complicité de Malisila Poutine ce matin. Beaucoup de réactions évidemment des auditeurs. On va y aller avec cette première réaction de Amadou Tiyanba sur Twitter, le hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules. On ne sécurise pas un canal d'information, il faut plutôt le rendre accessible, disponible et interactif. Il faut agir au bon moment. Les rumeurs sont toxiques et la Guinée est l'un des plus grands fournisseurs. Il faut en tenir compte. Voilà, Tiyan évidemment qui nous envoie ce message. On reste dans le ciel avec Ibrahim Bintadia également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. Certains sites d'information guinéens doivent savoir que vouloir pousser une information dont on n'a pas de la connaissance, on risque de mentir à cause des infos qui ne sont pas dignes de foi. Voilà, on a sémé donc la panique. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec Mamadou Diao, Guinée également qui nous écrit. Le rôle d'un site d'information est d'informer l'opinion de façon professionnelle et non créer des polémiques ou précipiter donc à dire n'importe quoi, contribuant donc à l'avancement de notre pays et non le maintenir donc dans le trou. Les rumeurs d'hier sont déplorables. Un auditeur qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec Lamine Harlem Fofana Oulada également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour Homo, bonjour à toute l'équipe. Vraiment la panique d'hier au palais Mohamed V a été ressentie même à l'intérieur du pays. Alors nous demandons au CNR2 de dissiper donc la rumeur dans la ville. C'est l'importance du bureau de la communication de la présidence de la République. Moussa Kani, français, Condé également qui nous écrit. Colonel nous a pris les deux journalistes d'investigation qu'on avait, Moussa Moïse et Mandian Sidibé. Alors il fallait, il fait chacun, voilà, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il fait chacun s'informe et informe selon son humeur. Les journalistes guinéens attendent encore la version de François Soudan. Voilà. Espace GG. Allez, ils sont terribles hein, les auditeurs. Allez, on reste avec CC Jean, lui, le bourgeois qui nous écrit. Bonjour Lamine, notre pays est devenu un pays où les rumeurs et les campagnes de désinformation ont gagné du terrain à travers les réseaux sociaux. Merci beaucoup mon cher ami. On reste avec Mamadi Warte Diaby également qui nous écrit sur Twitter. Je pense que Moussa Moïse qui est chargé de canaliser la communication à la présidence doit désormais prendre ses responsabilités pour éviter ce genre de panique dans la cité. Merci mon cher. Nous également sur Twitter. Bonjour les GG, au moins on pouvait nous servir, même si c'est un communiqué à la télévision, pour nous dire que tout va bien. Voilà, il veut dire sur Twitter, nous, voilà, sur Twitter. On a cet autre également, Ataoulaye Mo Bantignel, qui nous écrit, bonjour monsieur Lamine Girassi et à toute l'équipe des GG, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà, il dit refuser de communiquer dans une telle situation, c'est justement entretenir toutes sortes de spéculations, de rumeurs, de supputations. Bonjour les dégâts, hashtag espace GG. Fatoumata Keïta également qui nous écrit sur Twitter. En cette situation de crise, on doit justement réunir d'urgence des éléments pour pouvoir situer donc la population dans la même urgence. Il n'est pas forcément dit qu'on doit dire tout. Voilà, il dit ce matin, mais un premier message pour rassurer donc doit être donné en attendant donc les détails. Merci à vous tous à l'international. Je pense qu'on a lu le message de Sankaris sur le 657 39 13 13. On va continuer le débat dans un instant. Afamoussa Makadabi également qui s'invite dans le débat, qui nous écrit bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. L'Afrique est le grossiste de rumeurs et la Guinée en est détachée pour détailler. C'est hier, j'ai encore tenu à ces propos de Lansana Kouyaté. Donc bonne journée à Fabou Samaka qui nous envoie ce message évidemment sur le 657 39 13 13. Voilà, des réactions évidemment des auditeurs, mon cher Yaya, avec ce comité, c'est bien cela, de soutien. On doit rendre compte, c'est important.
On parle foot là. Oui, tout à fait. Je pense que c'est bien de créer des comités de soutien à l'équipe nationale. On en a besoin. Seulement, il faut voir comment faire en sorte que ces comités puissent être permanents. Pas simplement à l'occasion d'une qualification ou d'une compétition. Je pense que c'est extrêmement important. Mais au-delà aussi de l'aspect financier, parce qu'on on parle beaucoup d'argent, je pense que ces comités peuvent être assignés d'autres missions, notamment une mission d'éducation, de formation. Je pense que c'est une instance, ça peut servir d'instance pour les supporters, mais également pour les citoyens, pour en tout cas soutenir l'équipe nationale, pour la mobilisation nationale, et où en tout cas ils peuvent apprendre beaucoup de la citoyenneté, servir par exemple de lien entre l'équipe nationale et les citoyens. Je pense que c'est extrêmement important. Donc il faut intégrer dans ces comités-là des missions d'éducation civique. C'est extrêmement important à mon avis. Justement, rendre compte, je le disais tantôt, Mafoudi Abangoura, parce que c'est comme si c'était un petit peu allez, on va dire à cul de tête, chacun fait ce qu'il veut, parce que Jacques parlait tout à l'heure des personnes qui ont intégré évidemment ce comité de soutien. Là, on ne comprend pas, patatras, est-ce que c'est les mêmes erreurs qu'on va commettre? Gros point d'interrogation, il le disait tantôt. C'est cela, en fait, on a le droit aujourd'hui de rester sceptique vu ce qui s'est passé avec le premier comité. Mais je veux commencer par ce sur quoi aujourd'hui quand même on devrait mettre l'accent. C'est bien beau tous ces comités de soutien. On se rappelle chaque fois qu'il y a une CAN ou une grande compétition à laquelle le Sili doit prendre part, on est tous fiers de brandir le rouge, jaune, vert, de garder espoir, de dire que cette fois on ira loin, on ferait ceci, mais on en sort toujours choqué. Choqué parce qu'on n'arrive pas à faire mieux. On se rend compte qu'on soit spécialiste du foot ou pas, que on n'a pas une équipe qui peut nous honorer dans ces compétitions. La question aujourd'hui, c'est vrai, on va créer ce comité, mais qu'est-ce qu'on fait pour avoir quand même un Sili compétitif lors de ces Ça, c'est une autre question, parce que là, on parle d'argent. Là, en fait, non. C'est une autre question. Une fois qu'on s'est qualifié, les performances de l'équipe, ça fait moi, écoutez-moi, je tiens à le rappeler. Je tiens à le rappeler parce que simplement, j'ai l'impression qu'on s'émerveille des fois de parler de certaines choses qui dépendent d'une autre qu'on laisse. Justement, qu'on crée un comité de soutien. Pour soutenir quelle équipe? Pour aller où? C'est ça en fait, c'est ça mon inquiétude. Aujourd'hui, moi je ne vois pas l'utilité de la mise en place d'un comité, mobiliser de l'argent et après pour accompagner une équipe qui n'ira pas loin. Après, on a même on n'a pas des éléments, on n'a pas de réponse sur la manière dont l'argent a été utilisé. Justement. Je peux bien comprendre. Pas de traçabilité, hein. Voilà. C'est très important. Ce comité hier, pas de petite somme quand même, hein. Ce n'est pas. Il s'agissait. Je rappelais tout à l'heure 7 milliards, c'est vrai parce qu'au total, et 86 milliards pour ce que l'État a débloqué. Pour déjà, il y a deux problèmes. Justement. Dibal a rappelé le cas des 80 milliards a fait que on a occulté les 7 milliards. Mais à un moment donné, lorsqu'on a vu la mobilisation qu'il y avait autour, on s'est retrouvé dans des départements, dans des services où des Guinéens ont donné de l'argent pour pouvoir soutenir une équipe qui n'est pas allée aussi loin. Après qu'on nous dise que ce montant n'a pas été bien utilisé, moi je veux bien qu'on parle du comité, mais en même temps, je veux qu'on saisisse l'occasion pour penser les vraies solutions. Un comité pour soutenir une équipe qui n'ira peut-être pas loin, c'est gauche peut-être en tant que Guinéen. On veut être réaliste quand même. Là. On veut être réaliste. Moi, ce comité, je ne vois pas l'utilité, mais en même temps, je pense que la priorité aujourd'hui, c'est de revoir à la base, qu'est-ce qu'on peut donner pour qu'on ait des équipes qui nous représentent dignement. Pour le moment, c'est ce qu'on a. Et surtout, il faut rappeler pour le comité de soutien de la dernière CAN, sur les 7 milliards, je rappelais qu'on donnait $500 pour les premières phases, $500 par personne tout au long de la CAN. Vous imaginez, vous avez $700 tout au long de la CAN. Tout ce qu'on prend en charge, c'est l'hôtel. Maintenant, les moyens de subsistance, les transports et tout pendant la CAN. Imaginez que si la compétition perdue, vous avez $700, comment vous vous en sortez? Alors, sur un petit groupe sur les 7 milliards, il faudrait quand même à un moment donné, puisqu'on est dans la reddition des comptes, qu'on interpelle ceux qui ont mobilisé les 7 milliards pour qu'ils s'expliquent. Sur les 86 milliards, c'est ce que l'État avait débloqué tout au long de la CAN. À ce niveau aussi, il y a une nébuleuse. Il n'y a pas eu de reddition des comptes. Et là aussi, il faut questionner l'histoire. Maintenant, moi, je voulais réagir sur l'ossature de l'équipe rapidement, Lamine. Je pense qu'il faut que Kaba Yawara fasse très attention. Je pense qu'il commence très mal. Il commence très mal parce que nous sommes dans un pays qui est ancré dans le football.
Et le peuple de Guinée, on a un seul moyen d'association universelle, c'est le football. S'il y a une tension dans la cité, les gens se retrouvent autour du football. Parce que le football, c'est un langage universel. Vous regardez les joueurs qu'il a appelés. Je n'ai rien contre Nabi Deko. Je n'ai rien contre Diawara, le milieu de terrain. Mais vous ne pouvez pas quand même faire une politique de 2 poids 2 mesures. Lors du dernier match contre le Maroc, puisque c'était un match qui n'avait pas d'enjeu, puisque l'équipe était éliminée d'office, Nabi Keita n'est pas venu. Et il y a Diawara aussi également qui n'est pas venu. Amadou Diawara n'est pas venu. Madi n'est pas, Bangoura n'est pas venu. Il y a également, je crois, Kamano aussi qui a brisé de par son absence. Madi, son club avait envoyé son document médical pour dire qu'il avait une blessure au niveau de l'épaule. Et qu'est-ce que Kaba Diawara fait? Il sort une liste où il enlève tout systématiquement Kamano, il enlève Madi, il maintient Nabi Deko, il maintient Diawara. Un entraîneur, je pense que ne s'illustre pas de cette manière. C'est son droit de choisir les joueurs, mais à un moment donné, il faut que lui-même il évite de nous plomber avant la compétition. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, Madi, non, vous ne pouvez pas faire subir les deux alors que Nabi aussi a brillé de par son absence. Pourquoi il appelle Diawara et il laisse Madi et Kamano sur le banc? Je pense que ça, il faut éviter. Maintenant, Lamine, pour finir rapidement, moi, ce que je veux dire, vous ne pouvez pas mettre quand même un Florentin Pogba 6 qui n'a jamais joué à la place quand même des Madi. Quoi qu'on dise aujourd'hui, Madi il fait partie d'un des meilleurs milieux africains. Non, mais il ne faut pas quand même qu'il compromette un peu la compétition. Vous savez, chacun voudrait que tout le monde soit là-bas, mais tout le monde ne peut pas y être. Lamine Darestam, il a joué que 18 matchs sur 4 années. Direstam, il a joué que 18 matchs sur 4 ans. En 2019, comment vous pouvez convoquer des joueurs qui n'ont pas de match dans l'Égypte? En 2019, déjà, je pense qu'on commence très mal. Madi, quoi qu'on dise, il fait partie des meilleurs milieux aujourd'hui de l'Afrique. Quoi qu'on dise, mais Momo Yassane de Shérif, la semaine passée, il a fait un triplé. C'est le meilleur attaquant guinéen aujourd'hui sur le terrain. Et il joue la Ligue des Champions. Ils ont battu le Real Madrid il y a encore 2 semaines. Vous ne pouvez quand même laisser de tels joueurs et vous nous envoyez des gens qui ne jouent pas dans les compétitions et qui, au pire, qui jouent la 2e division dans le championnat français. Je pense que c'est impossible. Moi, cette liste, si on a un échec à la CAN, il faut que Kaba Diawara s'explique. Parce que ça, pour la sélection qu'il a faite. Il faut mettre. Je pense qu'on le laisse partir à la CAN, je pense qu'il faut mettre ça sur le compte de Kaba Diawara. Vous ne pouvez pas laisser Madi et Kamano à la maison, sachant qu'aujourd'hui, tout le monde avait dit c'était la meilleure équipe. Il y a les meilleurs attaquants qui évoluent dans les clubs européens. Ils ont le football dans les jambes. 2019, c'était la catastrophe avec les mêmes dont tu nous parles ce matin, les Kamano, les Direstam. Ils y étaient tous. Ils nous ont apporté quoi? Je pense qu'il faut juger Kaba Diawara sur le résultat qu'il nous amènera de la CAN et le laisser partir avec les joueurs qu'il a choisis. Il doit en avoir la liberté et le plein droit. Merci beaucoup, Jacques. Allez-y, Tamba. Premièrement, et ça je le disais il y a quelques jours, il n'est pas seul, Guiba. Il n'est pas seul à décider, il y a toute une équipe autour de lui avec lesquelles justement chacun des dossiers est passé au crible. Ça c'est une première chose. Et puis que Diba dise que par le fait de son choix il plombe l'équipe là est déjà plombée. Elle est déjà plombée, je vous ai dit au début. Ça fait combien d'années qu'on en est là? Vous n'avez pas de championnat local qui fonctionne. Les équipes à la base, comment est-ce qu'elles travaillent? Vous n'avez même pas de vraie aire de jeu. Sortez le terrain le centre sportif de Antonio et excluez également celui que KPC est en train de donner à la Guinée. Si vous sortez ces infrastructures-là, finalement, qu'est-ce que nous raisonnons? Au niveau infrastructurel, le football guinéen est malade, il est handicapé. Ça, c'est une première chose. Au-delà de cela, le travail sur les dotations, ça n'existe pas. Vous entendez bien que toujours, quand on parle de football, on parle de Antonio. La grande crise d'ailleurs que l'on évoquait, c'était de dire, mais après Antonio, après KPC, qui pour reprendre le flambeau? Comme si l'État, sur la question du football, n'existait pas. Il n'y a pas d'effort et on veut recueillir des lauriers. C'est impossible, on se ment à nous. C'est pourquoi je dis encore une fois, faisons d'abord un effort sur notre championnat local, bâtissons-le, allons cueillir de vrais talents. Quand on aura construit cette assise nationale, à ce moment, on va prétendre à des... Mais regardez toujours, nous, on fait des efforts à la fin, pendant qu'on refuse de faire des efforts. En fait, ça ressemble à l'agriculteur qui a dormi toute l'année. Et en décembre, il est allé au champ pour récolter du riz. Il va le trouver où?
C'est ce qui est en train de se passer avec notre équipe. D'accord. Je veux dire encore une fois, laisser ces compétitions, pas pour nous. Bien. On va aller là-bas. Quand on va arriver, après 1 ou 2 matchs, si on dépasse ça, c'est qu'on a de la chance. Ouais. Allez, on va continuer le débat évidemment avec vous, mon cher Antoine. Oui, parlons du comité de soutien qui a été mis en place. Ouais. Les autres l'ont dit déjà. C'est bien. On va défendre le drapeau guinéen au Cameroun. Et chaque pays présent à cette compétition voudra bien laver son honneur, faire en sorte de sortir par la grande porte. Sauf que pour le cas guinéen, tous les jours, on semble oublier ce qui nous arrive par le passé. C'est-à-dire, on y va avec assez de bruit, on revient en fond sonore en Guinée. C'est-à-dire, il y a tellement de tintamarre au début, les Guinéens sont tellement confiants que leur équipe peut revenir avec des résultats assez intéressants. Vers la fin, c'est toujours la déception, la catastrophe. À cause du Sili, beaucoup de Guinéens y ont passé. Ouais. Beaucoup de Guinéens sont morts à cause du Sili. Ouais. Des Guinéens ont perdu leur foyer ou leur travail à cause du Sili. Mais chaque fois, on ne tire pas de leçons. Ouais. C'est vrai, la CAN, c'est une compétition continentale pour laquelle on a du respect, pour laquelle chacun veut participer. Mais quel est le bilan que l'on tire de nos participations aux différentes compétitions? Rien du tout. On met beaucoup d'argent, en fait, derrière, pas de résultat. Psychologiquement, on part, mais on se dit, on part juste pour la figuration. Regardez, voilà. C'est un peu ça. Regardez la figuration. Les Jeux Olympiques derniers. Les Jeux Olympiques derniers, on a vu que nos compétiteurs qui y sont allés ont été négligés. C'est à la dernière minute qu'on les a pris en charge. Et finalement, les résultats étaient catastrophiques. On n'a pas considéré ces Guinéens-là qui sont allés prendre part à une compétition mondiale qui se fait chaque 8 ans. Et donc, pour le Sili, on se prépare très tôt. Les Guinéens sont à cheval, chacun se prépare pour acheter son maillot. Les gens mettent de l'argent. On aime cette équipe. On investit beaucoup d'argent. On met des milliards pour le Sili. Je suis parfaitement d'accord. Mais derrière, c'est la catastrophe. Regardez, quand j'ai vu Kaba Diawara maintenir j'ai pas compris pourquoi. Pourquoi? Comment ça, Antoine? Non, c'est un joueur. Je vous assure, je suis de ceux-là qui pensent que on aurait dû choisir mieux que Kaba Diawara. On ne peut pas choisir l'adjoint. Pourquoi tu l'enterres déjà? Je ne l'enterre pas. Non, je suis désolé. Il faut lui donner sa chance. Je suis désolé. Sa chance peut-être. Mais non, je suis désolé. Tu pouvais miser sur. Attendez que je finisse. Attendez. Antoine. Qu'est-ce que tu appelles mieux? Une sauce qui sera bonne, c'est dès les premiers ingrédients dans la marmite. Eh ben. Pour ce départ-là, les ingrédients qu'on a mis dans la marmite, là, à mon avis, Antoine, on a notre cuisinier Kaba Diawara, c'est toujours le même. Kaba Diawara, attendez, il ne faut pas critiquer pour critiquer. Ils ont tellement voulu les meilleurs. Je m'explique. Ils ont choisi un entraîneur qui faisait ses sélections par WhatsApp. Sa carrière. Oui, d'accord. Si vous parlez de carrière, mais qu'on revienne un peu sur la carrière de Kaba Diawara, c'est quoi sa carrière? Il n'y a pas de bilan probant, Kaba Diawara avec le Sili. Il n'y a pas de bilan probant. Il n'a pas été un joueur extraordinaire. Kaba Diawara, ça n'a pas été aussi ça. Kaba Diawara a été adjoint de Didier Six. Mais Didier Six, on connaît le résultat. Bien. On l'a mis à la porte. Merci on ne peut beaucoup, pas Antoine. mettre à la porte au titulaire et maintenir l'adjoint. Il ne va pas produire de résultats extraordinaires. On ne verra pas quelque chose de spécial. Kaba Diawara va nous revenir du Cameroun avec de la catastrophe. Je ne crois pas du tout en cette équipe-là, surtout en son entraîneur qui déjà établit une liste avec des noms de joueurs qu'il met sur le côté et des personnes qu'il envoie à la CAN. Florentin Pogba. Mais Florentin Pogba. Et j'ai écouté quand même Florentin Pogba, c'est un éléphant. Il est lourd, Florentin Pogba. Pour moi, on aurait dû l'enlever de cette équipe. Il ne tient pas la route. Florentin Pogba, non seulement il joue dans une compétition, un championnat qui est dépassé en 2e division, mais il ne fait pas le poids. On envoie un joueur comme ça à la CAN, pour quel résultat? Je n'y crois pas du tout. Kaba, c'est très mal parti. Bien, allez-y, mon cher. J'ai écouté Paul Fatia Tunkara qui disait quelque chose que j'ai trouvé assez logique. La publication de la liste qui apparemment s'est faite sur les réseaux sociaux, où il n'y a pas eu de conférence pour quand même justifier les choix de ces joueurs. Je pense que j'ai trouvé l'analyse assez logique et je pense que c'est ce qui se fait. De passage, je regarde des fois les chaînes football et il y a des conférences permanemment pour s'expliquer et il faudrait qu'ils s'inscrivent dans cette logique. Donc c'est tout à fait normal que Diba et Antoine soient dans cette logique si lui-même il n'est pas à même de défendre ses choix. Donc à quoi s'en tenir? Allez-y. Voilà, je voulais juste dire que l'entraîneur sénégalais, hier il était devant la presse. Lorsque vous faites une liste, vous venez devant la presse, vous justifiez vos choix.
En Guinée, ça n'a pas été fait. On nous sert comme ça sur les réseaux sociaux. Vous voyez une liste qui tombe comme un coup de couperet. On ne sait pas pourquoi les choix ont été faits. Qu'est-ce qui justifie? Je pense que dans l'avenir, il faut l'éviter. Maintenant, sur Kaba Diawara, quand même, il a un diplôme C. C'est une équipe d'exception aussi. Oui, maintenant, il faudrait qu'à la longue que nous sortions un peu de cette gestion circonstancielle des choses. On a une chance aujourd'hui, Lamine. Je pense que l'avenir n'est pas sombre parce qu'on a un centre technique qui est opérationnel. Au moins, tu me rassures. Voilà, le centre technique, il est opérationnel à Nongo. Et nous avons des joueurs qui ont les catégories 11 ans, 12 ans, 13 et 16 ans, toutes les catégories confondues. Ces enfants, depuis 3 ans, ils sont au centre technique. Dans l'avenir, c'est eux qui vont composer les U16, les 17 et les U20 et qui vont être injectés dans l'équipe nationale. C'est comme ça qu'on peut fabriquer plusieurs Titi Camara, plusieurs Deco et Pascal Fendounos. On ne le faisait pas avant parce que le football obéit à un principe. C'est comme une pyramide. Vous commencez par la fondation, vous montez les murs et la toiture. Mais alors que dans le passé, on commençait souvent par la toiture. C'est ce qui faisait que les équipes ne tenaient pas. Mais cette fois-ci, je pense que le football à la base est en train de partir. Si ce temps technique est maintenu et que ces enfants, parce qu'ils sont formés non seulement dans les salles de classe, ils sont pris en charge et aussi ce sont des enfants qui ont été pris sur toute l'étendue du territoire national. Donc je pense que dans 10 ans, 15 ans, nous aurons un championnat dynamique avec ces enfants et une équipe nationale parce qu'ils se connaissent, ils ont grandi ensemble. C'est ce que toutes les nations de football font. Je pense que dans 10 années, on aura une équipe nationale solide. Mais en attendant, il faut faire avec les moyens du bord. Je pense que Kaba Diawara, dans l'avenir, il faut faire une conférence pour justifier les choix. Et ce que j'ai dit par rapport aux deux autres, je pense que si on dit aux deux autres de ne pas venir, il y a aussi deux autres qui ont brillé par leur absence. Il faut tout simplement rejeter les 4 candidatures. Nous apprenons qu'on a une personne qui pourra rejoindre l'équipe parce qu'on parle le 28, puisqu'on est dans le Covid. Et si toutefois des joueurs tombent malades, ils attrapent le Covid, c'est de compenser cela. Maintenant, si on a un joueur de plus qu'il faut faille envoyer, je pense qu'on peut peut-être prendre Kamano ou Madi ou tout simplement un attaquant pour venir grossir les rangs. Voilà, Diba Milimono. Allez, merci de nous rejoindre sur Radio Espace. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée. Tous les matins sur Radio Espace, en simultané, en direct aussi sur Espace TV. Mesdames et messieurs, dans un instant, notre invitée, évidemment, c'est bien sûr Marie Gomez. Elle est directrice générale donc, de l'OPROGEM. Avec elle, on parle évidemment de ce phénomène avec des chiffres qui font froid dans le dos. Vous allez comprendre avec nous dans un instant. Évidemment, on parle quand même de 230 cas de viol, il faut le rappeler, depuis le début de l'année. Eh bien, ce qui porte à 600 pour être plus complet. On va essayer de... C'est guerre de chiffres ce matin, mon cher Jacques Léwalino, avec notre invité. Bonjour madame, bienvenue à cette émission. Jacques, bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Allez-y, Tamba. Avant ta question, je te laisse la parole tout à l'heure, c'est pas une question. On va sacrifier à une exigence, celle de dire que c'est bien madame Mamadi Condé. Comme on appelle Marie Gomez, et donc épouse, je crois que monsieur Condé, la question est réglée. Bien. Maintenant, on peut aller. Madame Mamadi Condé. Oui, c'est cela. Bon, ok. Bienvenue, madame, et bienvenue dans cette émission. J'ai vu ces chiffres ce matin. Alors, il y a les chiffres, mais Lamine, si vous permettez. Allez-y, Jacques. Il y a une actualité qui nous a été servie depuis quelques jours. Cette organisation exceptionnelle qui devrait avoir lieu, je crois, du côté de Nongo. C'est un concours qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vous avez été saisi par cela. On parle d'un concours de drague. De drague? Oui. Ah mais tu rigoles. Elle va nous en parler, parce que ses services ont été saisis par rapport à ça. Parlez-nous-en. Qui sont-ils, ces organisateurs, et qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire? Et surtout sur la même question, il faut rappeler que l'autre cérémonie, le nom c'est On se doite. C'est ça le nom. Et le deuxième événement, c'est que c'est concours de Beko, de Twek et de Chicha. De Chicha, Toutouni danse. Et surtout concours d'excitation. Les grandes gueules. On n'est pas en train de raconter des choses. Il y a des affiches. Les affiches sont là.
Regarde par exemple. Justement, c'est pas moi. Voilà, c'est les affiches sont là. En face de toi. Eh bien. Oui. C'est la soirée, on se doit. Oui. Merci. Oui. On va éloigner les jeux du terrain un petit peu de ça, s'il vous plaît. Concours de danse, concours d'excitation. Merci, Tamba. Concours de béco. Merci. Concours de twerk. Merci, merci. Oui. Allez-y, madame. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, monsieur Guirassi. Bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer au sein des GG ce matin. Et pour revenir au sujet, c'est bien vrai, nous avons procédé à une interpellation, mais nous avons été saisis par des activistes qui ont constaté ces affiches sur les réseaux sociaux, mais dans certains endroits aussi. Elles sont venues nous déposer une plainte. Et nous avons automatiquement informé le procureur, monsieur le procureur, avis au procureur, et nous sommes partis sur le terrain parce que c'est le 18 que l'événement devrait se passer. Il y a 3 événements, mais le 18, nous sommes passés à l'acte. Nous sommes allés les interpeller. Et les jeunes qui ont fait, qui devraient faire aussi, ainsi que les tenanciers, sont actuellement dans nos locaux. Parce que c'est l'atteinte à nos mœurs. Mais lorsque nous nous sommes entretenus avec ces enfants, nous nous sommes rendus compte que la tranche d'âge est de 14 à 18 ans. Donc c'est des adolescents. Le plus âgé n'a que 18 ans. Donc nous avons... Les organisateurs même? Non, pas les organisateurs. Je parle des... ceux qui étaient invités à les compétir. organisateurs même. Mais le tenancier, lui, c'est un majeur. Mais les organisateurs, c'était des adolescents. Seulement une seule personne qui est âgée de 18 ans, qui est majeure. Donc les autres sont des adolescents. Nous nous sommes entretenus avec les activistes pour leur dire, voilà, nous sommes devant un fait. Les adolescents qui ont été interpellés dans nos locaux sont tous des adolescents. Ils n'ont pas atteint leur majorité. Seulement une seule personne qui a atteint sa majorité. Donc nous avons remonté l'information au niveau de monsieur le procureur qui nous a demandé que comme c'est la première fois que nous sommes saisis par de tels cas, bien que nous faisons la répression, mais de passer par la sensibilisation, de prendre ce cas à titre préventif. Donc nous avons invité les parents hier et les parents et les activistes qui nous ont saisis de ce dossier. Nous avons eu un entretien, une table ronde avec les parents. Nous leur avons signifié la chose parce que les parents ne savaient même pas. Les parents ont dit, nos enfants sont interpellés parce qu'ils voudraient faire une soirée. Nous avons pris les affiches, nous leur avons montré pour leur dire que vraiment c'est des atteintes à nos mœurs, à nos bonnes mœurs. Donc il y a même les mères de famille qui ont versé les larmes parce qu'elles ne s'attendaient pas à de telles choses. Alors finalement, c'est la piste de la sensibilisation que vous avez privilégiée. Les enfants vont regagner leur domicile. C'est cela qu'on peut entendre ce matin. Nous avons remonté l'information au niveau de la hiérarchie, mais nous comptons faire une médiatisation autour de ces enfants. Parce qu'il y a une citation de Montesquieu qui dit qu'on ne punit pas celui que l'on pend, mais à travers lui, on punit ceux qui veulent commettre les mêmes choses. On va les médiatiser. On va faire un signal fort pour ceux qui voudront faire la même chose, qu'ils se retiennent. Justement. Alors, à vous entendre ce matin, vous faites beaucoup d'efforts sur le terrain. Eh bien, vous êtes face à un mur, c'est la justice. Oui. Touchons la plaie. Oui. C'est le lieu d'ailleurs de remercier le président de la République, le chef de l'État, le chef suprême des armées. Parce que dans son intervention, il a dit que la justice sera la boussole. Nous le souhaitons. Parce que nous avons déféré pas mal de cas, pas mal de présumés, mais avec cette hypothèse annoncée par le chef de l'État, nous pensons que toutes nos victimes seront rétablies dans leurs droits. Ce n'est pas le cas jusque-là. Comment ça se vit des cas particuliers où vous les avez déférés, qui auraient par exemple été condamnés si c'est le cas, et qui n'auraient pas payé devant la justice? J'ai pas compris. Puisque vous dites que vous espérez qu'avec cette déclaration du premier magistrat de la nation, désormais, vous avez utilisé l'adverbe désormais, ils seront déférés. Est-ce que ce n'est pas le cas? Non, les dossiers ont toujours été déférés. Mais nous souhaiterons que ceux qui sont déjà dans les murs là-bas, qui ont été déférés,
servent d'exemple. Justement, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que souvent vous avez une idée précise sur le nombre de cas que vous déférez? Combien vous avez la certitude qu'ils bénéficient d'un traitement véritable devant nos juridictions et peut-être condamnation? Nous maîtrisons les cas que nous déférons. Mais il n'y a pas un retour. Nous n'avons pas dans nos prérogatives de demander à un procureur où il en est pour l'évolution de tel ou de tel dossier. Donc notre mission se limite là, au déferment. Mais alors, est-ce dans les faits, vous avez eu affaire à des récidivistes, par exemple? Oui, nous nous croisons avec des récidivistes, parfois. Oui, madame, avant la justice, j'ai envie qu'on fasse un état des lieux. C'est tellement grave. Ça, c'est après. S'il te plaît. Faisons l'état des lieux d'abord. Avant la justice, on Antoine, fait mais on risque de perdre le filon Antoine, allez-y. On a commencé par la fin. La dame nous dit très clairement qu'elle se croise avec des récidivistes. Moi, je pense qu'il faut davantage creuser cette question pour savoir ce qu'il en est, madame. Est-ce que vous souhaitez nous en dire un peu plus ce matin? Comment ça se passe? Qui sont-ils? De quoi sont-ils forts? Et comment ça se passe concrètement? Au fait, c'est des personnes qui passent chez nous. Ils sont interpellés. Ça peut être par dénonciation ou par plainte. Nous procédons toujours à leur interpellation. Nous regroupons les preuves, nous regroupons les preuves, nous les envoyons devant les tribunaux. Mais à notre fort étonnement, quand nous nous croisons avec quelques bourreaux, ça nous étonne. La dernière fois, je suis allé rencontrer monsieur le procureur de Kaloum à ce sujet. Donc, voilà, c'est inquiétant pour nous. Nous sommes des agents chargés de l'application de la loi. Nous n'avons pas un droit de regard de ce qui se passe. Mais quand notre vie est en danger, il est nécessaire d'en parler. Justement, nécessaire d'en parler. Vous dites quand votre vie est en danger. Il arrive souvent qu'on vous menace. On ne menace pas, mais une personne que vous avez déférée devant un tribunal compétent et que vous vous retrouvez avec cette personne dans la rue, ça doit vous inquiéter. Que la personne vous menace, manifeste de vous menacer ou pas, ça doit vous inquiéter. Bien. Marie Gomez, directrice donc de l'OPROGEM, notre invitée ce matin chez les GG. On s'intéresse aux chiffres, mon cher Antoine. Oui, je disais qu'il faut faire un récapitulatif, faire un bilan, parce qu'on tend vers la fin de l'année. Dites-nous quels sont les cas que vous recueillez chez vous, quels sont les types de cas de viol pour lesquels vous êtes parfois saisis. On a envie de comprendre ce matin, parce que 600 et quelques personnes ou cas enregistrés, ça fait beaucoup. Mais ça se passe comment? Le projet est saisi comment? Et quels sont quelques cas pour lesquels vous êtes parfois interpellés? Bon, il y a plusieurs manières de saisir. On peut s'auto-saisir par plainte aussi ou par commission rogatoire. Donc, par exemple, si nous prenons pour des cas de plaintes, les parents viennent vers nous pour porter plainte en faveur d'une victime. Mais les activistes aussi viennent vers nous pour porter plainte. Et à travers les cas dont ces activistes sont saisis. Quand nous les recevons, a priori, nous les référons à la médecine légale pour avoir les preuves. Parce que n'oubliez pas, après 3 jours, les preuves peuvent disparaître, vont disparaître d'ailleurs. Donc, nous n'aurons plus de preuves pour les envoyer devant les parquets. Parce qu'un dossier qui va au parquet sans preuve risque d'être classé sans suite. Donc, nous sommes saisis par commission rogatoire. On peut s'auto-saisir, mais à travers aussi par commission rogatoire. Donc, c'est les 3 types. Bien. Moi, j'ai une question en fait sur le bilan, les statistiques. Pour faire la différence. Médecine légale, c'est 638. Alors, ce sont des chiffres globaux. Au niveau, on dit donc 490 d'elles ont moins de 15 ans. Sur les 638, 490 ont moins de 15 ans. Il faut préciser que tu parles du viol. Du viol. Voilà. Maintenant, la Brigade spéciale de protection des personnes vulnérables a reçu 131 cas de viol, dont 85 sont les filles âgées de entre 3 à 13 ans. Maintenant, vous, c'est 230 sur l'année. Donc, c'est beaucoup de chiffres. Je veux tout simplement savoir, comment expliquer ce phénomène? Parce que vous nous dites hier, il n'y a pas de recrudescence, mais parce qu'on a accepté de prendre la parole, de saisir. Est-ce que c'est ce qui justifie aujourd'hui ce qui est en train de se passer? Oui, c'est pas parce qu'il y a une recrudescence, c'est parce qu'il y a trop de dénonciations. Avant, le viol était un sujet tabou, on n'en parlait pas. C'était étouffé dans les maisons. Mais aujourd'hui, avec les différentes sensibilisations de part et d'autre, surtout au niveau de la presse, qui fait tout le temps une bataille médiatique autour du sujet, et les ONG qui font la sensibilisation, mais aussi les activistes qui le font,
les parents ont le courage de venir dénoncer lorsque les enfants, parce que la tranche d'âge chez nous, c'est des mineurs, c'est de 0 à 16 ans. Tous les cas. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de majeurs aussi, hein, mais la totalité des cas de viol que nous recevons, c'est des mineurs. Ouais. C'est des mineurs, mais je reviens sur une question que j'ai posée au départ. À quel moment on décide de passer devant la presse? Parce que parfois, il y a des cas pour lesquels souvent beaucoup se disent, est-ce que c'est opportun de médiatiser certains cas? Parce qu'il y a eu... Présomption d'innocence. D'innocence, par exemple. Ouais. Il peut arriver que vous présentiez quelqu'un devant les médias et que par après, que ce ne soit pas un cas de viol. On dit souvent qu'il y a des jeunes dames ou des jeunes filles qui, pour régler des comptes, disent parfois qu'elles ont été violées, alors quand on vérifie, ce n'est pas le cas. Est-ce que souvent, il est arrivé des moments où des jeunes filles sont venues porter plainte pour un cas de viol et qu'il s'est avéré que ce soit faux, que la personne incriminée soit innocente, c'est pour régler un compte? Non, à notre niveau, non. Mais c'est pourquoi d'ailleurs, lorsque les gens viennent chez nous, lorsque nous procédons aux différentes médiatisations, nous leur demandons de cacher toujours le visage parce que la présomption d'innocence, tant que la culpabilité de la personne n'est pas établie par la justice, nous-mêmes nous le conseillons. Justement. Est-ce que c'est nécessaire de passer par la presse avant le jugement? Les grandes gueules. C'est le contraire qui devait se produire. Parce que, qu'on montre le visage ou pas, dès l'instant où on parle de cela dans la presse, des personnes peuvent reconnaître la personne, ça peut déjà ternir son image. Oui, cela aussi est vrai, mais n'oubliez pas que nous le faisons, c'est purement dissuasif aussi. Bien, pour justement. empêcher ceux qui voudront faire la même chose ou bien qui veulent faire le même acte. Est-ce que tous ces cas sont des cas de viol? C'est cela ma question. Parce que parfois, il y a des éléments qui parfois sont... on estime que ce ne sont pas forcément des cas de viol. Vous pouvez citer un des éléments? Je prends un cas... pour des maris et femmes, par exemple, on dit souvent qu'il peut arriver que le mari viole la femme. Des cas comme ça qui sont parfois cités, on dit que le mari peut abuser de sa femme. Est-ce que de tels cas sont parfois présentés chez vous? Non, n'oubliez pas que le projet mettait un service à caractère social et technique. Bien. Voilà. Alors, Madame la directrice, quand vous parlez du couple, ça c'est autre chose. Quand vous parlez du couple, c'est autre chose. Voilà. Il y a un exemple, par exemple. Quand Moussa Moïse était là, il avait évoqué un cas d'une fillette, d'un bébé on disait que son père l'avait violé. Un bébé de, je crois, de 3 ans, on dit que le père l'a violé. Moi, à l'époque, je n'en revenais pas, parce que je ne peux pas m'imaginer qu'un papa qui abuse de son propre enfant, surtout qu'elle soit bébé. Est-ce que cela peut être possible? Oui, pour ce cas précis dont Moïse a parlé, nous n'avons pas géré ce cas, mais nous avons géré beaucoup de cas d'inceste cette année. Bien. Vous savez que le code pénal a été rendu fort lorsqu'il y a eu amendement en 2016. On peut se constituer partie civile pour porter plainte en faveur d'une victime. Un père de famille qui abuse de sa propre fille, vu les liens de parenté qui existent entre le papa et sa fille, la fille ne peut pas aller vers une institution pour porter plainte. Mais les activistes ont le pouvoir à travers le code pénal. Le cas qui s'est passé à Kakimbo, la fille a été abusée par son père. Et elle est allée se confier à leur bailleur pour dire, mon papa ne cesse pas d'abuser de moi. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Elle est orpheline de mère. Le papa a loué une boutique et c'est dans la boutique que le monsieur entretenait sa fille. Et lorsque nous avons reçu l'information, nous sommes allés sur le terrain. Effectivement, vers 6 h du matin, l'officier qui est allé a trouvé effectivement le monsieur dans la chambre à 2, fermé. Avec sa fille. Avec sa fille. Ouais. C'est comme ça que nous l'avons interpellé. Bien. On va essayer de parler des profils aussi dans la troisième partie, si vous le voulez bien. C'est très important. Qui sont ces hommes qui violent? Je pense que c'est important de discuter. On va revenir à 11 h évidemment avec la prolongation. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9 h-11 h.